je vais m'inscrire, je vais perdre. Et comme ça, vu que je vais perdre, vous arrêterez en fait avec vos histoires de Miss. Pour Cindy Fabre, couronnée Miss France en 2005, tout a commencé comme ça, comme elle, entière, droite dans ses bottes. Un raz-de-marée de sincérité qu'il a toujours porté, malgré les abysses du doute. Tout au long de mon année, c'était de comprendre en fait pourquoi je méritais ça. Un peu le syndrome de l'imposteur. Bien des choses remontent à l'enfance. Une mère aimante, solide, un père absent. Ça a ouvert cette brèche en moi où j'ai très peu confiance en l'autre. C'est tellement dur de se contrôler, de sentir toute cette émotion vous envahir. Il ne faut pas pleurer parce que c'est signe de faiblesse et vous n'y arrivez pas. Même si elle a encore du mal aujourd'hui à cohabiter avec cette hypersensibilité, Cindy chemine, le cœur en bandoulière, l'amour en transmission. Quand on accouche, on est une femme parmi tant d'autres, mais avec ses forces, avec ses faiblesses, avec son passé. Et non, il n'y a pas de mode d'emploi. Entre vous et moi, Cindy Fabre évoque son parcours de Miss. Une femme comme les autres, rare, précieuse, unique, une combattante entre ombre et lumière, et qui n'a jamais triché. Même si je tombe et que je me rate, c'est pas grave, c'est nécessaire sans doute à mon évolution et à la réussite d'autres choses. Bonjour à tous, bienvenue sur Entre vous et moi. Vous allez comprendre l'émission sur les Miss France puisque notre nouvelle invitée est une Miss. Mais avant cela, n'hésitez pas à retrouver toutes nos interviews sur YouTube évidemment et en podcast sur vos plateformes préférées. Vous êtes tellement nombreux, merci. Allez, vous voulez savoir qui c'est la Miss ? Eh bien voilà. Bonjour Cindy Fabre. Bonjour Dominique. Joie de te. Ouais, on est C'est raccord. mieux, oui. Bon, super, parce qu'ils sont nombreux là quelquefois à me dire mais pourquoi vous dites tu, pourquoi vous dites vous ? Eh ben je sais pas, vous êtes plutôt tu, vous ? Ben, moi quand c'est comme ça, c'est tu évidemment. Tu, oui. Parce que Élodie Gossuin, Oui. qui était à ta place il y a quelques semaines, m'a dit je n'ai jamais rencontré une personne aussi solaire que tu l'es. Et je peux vous le dire, quand elle est arrivée dans le studio, c'est comme une bouffée de merci, de ça me touche. gentillesse. Ouais. Waouh, Merci. c'est rare. Je sais pas, mais c'est ce qui me définit et je trouve que la vie est belle, donc autant la prendre comme elle vient, peu importe les aléas. Ouais, puis il n'y a pas de filtre en fait, parce que c'est vrai que quand on fait des métiers comme ça d'image, on se met quelquefois, où certaines personnes veulent vous mettre un filtre, etc. Je trouve que c'est tellement plus beau comme ça. Oui, alors bien sûr que ça me joue des tours, parce que c'est le naturel, mais non, je trouve que c'est la première chose que l'on voit de vous, c'est tout simplement ce que vous avez de plus naturel, les gens ne vous connaissent pas. Donc, automatiquement, quelles sont toutes ces barrières, ces a priori, les idées un peu préconçues. Et puis, ouvrons tout simplement notre cœur et puis notre joie de vivre. Et on peut s'appeler Cindy Fabre et être tellement gentille. Et Ouais. c'est une qualité dans ma bouche. Merci beaucoup. Voilà. Quel accueil. C'est bon, bon allez, c'est terminé. Là. Je garde ça. On en fait un petit peu encore un peu parce que je pense que tu es très très privée sur ta vie, justement. Tu es quelqu'un qui a su garder, et bravo, ton jardin secret. Alors, on sait que tu es entrepreneuse, mannequin, présentatrice, évidemment ancienne Miss France 2005. Oui. Et encore récemment, jusqu'en janvier, tu étais la directrice du comité Miss France. On va parler de tout ça, évidemment. Mais on va, j'allais dire, surtout parler de la femme, de l'épouse, de la maman. C'est toi aussi, ça. Bien sûr, c'est ce qui fait quasiment toutes les femmes, parce qu'on a toujours multicasquettes. Et oui, je suis une femme, je suis une maman, je suis une épouse et je suis aussi une femme qui doit mener différents combats et d'une main de maître, comme toutes ces femmes. On ne doit jamais être fatigué, on doit tout simplement répondre à toutes les demandes avec le sourire, la joie de vivre et sans cerne. Exactement, en plus, c'est vrai ça. Il faut être belle et en forme. Ouais, les cheveux propres, bien habillés, les talons 11 cm. Bien musclés. Ouais. Pas toujours en fait. Non. Et on est là ici sur Entre vous et moi pour dire aussi que derrière le sourire, il y a des épreuves. Oui, bien sûr. Il y a des résiliences dont tu es la preuve vivante aussi. Et c'est pour ça qu'on t'a invitée. Voilà. Née le 26 septembre 85. Exactement, c'est donc, ça. 39. Non,
Pas absolument encore. pas. Non, pas non, du moi tout. je sais pas compter. 29. 32. C'est ça. Je veux bien 32. C'est dur l'âge qui avance? C'est pas dur parce qu'en fait, qui nous donne un âge? En fait, moi, je pars du principe que j'ai l'âge que j'ai envie d'avoir. Mais je trouve que se donner un âge à chaque fois, ou voir l'âge passer, subir l'âge, automatiquement, ça nous met des freins, ça nous met des barrières, ça nous met dans des cases. Donc moi, j'ai pas envie, en fait, tout simplement de suivre ce qu'une carte d'identité me dit. J'ai juste envie de m'écouter moi et de rêver, en fait, de ce chiffre que j'aime bien. Voilà. Tu t'es arrêtée là, en fait. Bah, pour l'instant, je suis à 32. C'est ça. Je suis à 32, mais ça me joue des tours. Parce que souvent, quand on me demande mon âge, pour que ce soit d'un côté administratif, bah, je suis là en train de compter. Parce que du coup, je me voile la face. Mais je pense qu'aussi, ma mère est comme ça. Quand on lui demande son âge, elle-même ne sait pas. Et au final, même moi, je ne sais même pas l'âge qu'a ma mère. Mais je sais ce qu'elle fait en fait au quotidien. Elle fait de la peinture, de la randonnée, de la danse, de la gym, de la natation. Elle apprend l'anglais, l'espagnol. Et pour autant, elle est née en 51. Je vous laisse faire le calcul. Ouais, je suis nulle en calcul, moi. Donc voilà, en fait, au final, on se dit, elle est là et elle profite de la vie et elle fait ce qu'elle a envie de vivre sans se préoccuper de son âge. Juste, on s'écoute. Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas? Est-ce que j'ai envie de porter ce vêtement? Est-ce qu'il me correspond? Est-ce que je me fais plaisir? Et à partir de ce moment-là, laissons en fait les années passer. Ouais. Et est-ce que tu es ce genre de personne qui finalement aujourd'hui se sent parfaitement bien dans sa peau, peu importe si elle a pris quelques années, quelques petites rides, même si je te rassure, on ne les voit pas bien. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que tu avances aussi avec ton âge et en acceptant et en aimant aussi cette femme qui vieillit? Non, je ne pourrais pas dire ça. Parce qu'automatiquement, bien sûr que ce que je crains, c'est que malgré des efforts, en fait, la vie passe et puis la vie passe aussi sur notre corps. Par exemple, on le voit, au fur et à mesure des dizaines, je commence à avoir des cheveux blancs. Et là, chez le coiffeur, je lui disais, mais attends, mais c'est pas possible, je peux pas retourner tous les mois et demi chez toi. Enfin, trouvons une solution. Il me dit, mais c'est comme ça, il n'y en a pas. Je dis, mais c'est pas possible, et regarde, il y en a de plus en plus. Et oui, en fait, je pense qu'on s'adapte au fur et à mesure de ce que l'on observe. Et on a d'autres choix que de l'accepter. Mais je ne vais pas en fait mener un combat contre ça. Parce que, encore une fois, le mental fait le reste. Et vous, ça résonne? Quel âge avez-vous? Est-ce que l'âge a une incidence sur l'homme ou la femme que vous êtes? Dites-nous, écrivez-nous. Et on verra que finalement, c'est peut-être que dans la tête, en fait. Mais oui. Alors, tu as grandi en Normandie, mais tu es née à Cours-sur-Loire. Cône-Cours-sur-Loire. Je suis bourguignonne, j'ai été bourguignonne jusqu'à mes 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et normande après. Et normande après, jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que je sois élue Miss France. Ouais. Mais oui, je suis bourguignonne normande, un petit peu parisienne. J'ai habité aussi plus de 10 ans sur la Côte d'Azur et je suis revenue maintenant en Bourgogne, à Dijon. Donc une nomade, hein? Je suis une Française. On bouge tout le temps. C'est tout. Papa? Oui, papa bourguignon. Bourguignon. Ouais. Et imprimeur? Exactement. Ok. Oui. Et maman guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Et elle était aide-soignante. Ok. Et famille aimante? Famille composée de femmes essentiellement. Mon papa, je n'ai eu que très peu de contact avec lui. D'accord. Donc j'ai été élevée dans un cercle féminin, 100% féminin, avec aussi des femmes qui ont élevé leurs enfants seules. Donc oui, ça me parle en fait, la femme qui se bat au quotidien pour porter deux casquettes, celle du papa, celle de la maman et puis bien d'autres. Hein. Ça résonne en moi. Et donc oui, quand on parle de féminisme, je suis bien armée pour en parler. Ouais, c'est ça. Frères et sœurs? Des demi, mais que je n'ai pas vu non plus grandir. Ouais. Donc fille unique. Ok. Tu gardes quelque chose de cette première blessure? Oui. C'est ce qui m'a construite et déconstruite. C'est quand on parle de construction, la construction d'un homme et d'une femme se fait avec un papa et une maman.
peu importe en fait, même si la maman essaye de combler en fait le manque d'un père. Mais j'ai appris il y a peu de temps, lors d'une formation, qu'on avait en soi la mère, l'enfant et le père. Mais souvent, quand on avait un manque de confiance en soi, c'était l'absence d'un père. Et ça résonne, parce qu'effectivement, j'ai pas confiance en moi, bien au-delà de ce qu'on pourrait penser, au-delà des apparences. Mais oui, l'absence de mon père m'a marquée, et donc du coup, j'ai dû compenser. Et puis bien sûr, l'image que j'ai de l'homme avec un grand H est, est un peu décousue. Donc ça m'a construite parce que du coup, toutes les épreuves qui se mettent devant moi, je peux les affronter sans avoir besoin d'aucun homme. Mais dans un autre sens, cette sécurité et ce manque de confiance en moi est nécessaire. Et c'est là où voilà, j'ai un mari qui arrive à panser certaines blessures. La peur de l'abandon aussi, sans doute. Pas tant que ça. Étonnamment, j'ai pas peur de l'abandon parce que ma mère a comblé et pas surcomblé, mais elle débordait d'amour. Je suis sa seule fille. Donc automatiquement, elle m'a toujours fait penser qu'elle était là, elle est toujours là. Peu importe la situation, je peux l'appeler à 2 heures du matin, elle va me répondre, donc j'ai pas peur de l'abandon. Mais oui, je sais pas de quoi j'ai peur réellement. Je sais pas si ça nourrit une peur en moi. De la déception, c'est certain. De ne pas reproduire le même schéma, c'était certain. Et puis oui, de se dire que j'aurais de l'incompréhension et de la colère, peut-être plus. Encore aujourd'hui. Oui. Malgré le fait que j'ai un père qui a compris en fait ses erreurs et qui essaye malgré tout de revenir. Mais oui, malgré tout, j'ai du mal à comprendre. Il a essayé de te revoir ? Oui, bien sûr, jusqu'à il y a peu de temps. Et oui, j'ai du mal parce que j'ai eu besoin de lui à des moments cruciaux de ma vie, de mon éducation et puis ma création, si on peut dire. Bien sûr. Quand j'étais adolescente. Et en fait, ce que j'ai eu en face, c'était des trahisons. Et quand on voit qu'en fait, un enfant, c'est l'innocence, j'avais pas besoin de rentrer forcément dans ce type de conflit. Et ça a ouvert cette brèche en moi où j'ai très peu confiance en l'autre. Et tu attends le moment où tu parviendras à le pardonner ? C'est triste, mais je ne sais pas. Et pourtant, je ne suis pas rancunière, mais j'ai tellement souffert. Ouais. J'ai tellement toute seule essayé de penser mes blessures dans cette guerre que j'ai pas envie de re-rentrer en fait dans cette histoire. Et au final, je me dis, je n'ai rien construit, je n'ai rien créé, j'ai pas créé de souvenirs. Et à l'âge que j'ai, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? En fait, c'est terrible ce que je vais dire, la phrase est dure, mais je me suis dit tout simplement, si je dois faire connaissance d'un inconnu, pourquoi lui plus qu'un autre ? Et c'est terrible, mais elle est dure cette phrase parce que ça reste, bien sûr qu'il y a son sang qui coule dans mes veines, mais oui, je lui ai dit ces mots. Je lui ai dit, oui, apprenons à nous connaître. Oui, mais pourquoi toi plus qu'un autre ? Alors que quand j'ai eu besoin de toi, tu n'étais pas là. Quel genre de petite fille étais-tu ? J'étais une petite fille qui devait toujours faire plaisir à sa maman. Parce qu'elle misait beaucoup sur moi, sur ma réussite. Je faisais tout pour la satisfaire. Alors bien sûr, elle a eu des colères parce que j'allais pas forcément dans son sens et je n'avais pas le droit d'aller dans un autre sens parce que je finissais aussi par plier. Mais oui, tout ce que j'ai fait en fait, c'était
pour aller dans son sens et dans là où elle voulait que j'aille. Donc finalement, tu ne t'autorisais pas non plus à sortir les souffrances que tu pouvais ressentir. Oui, les souffrances, notamment dans ce cadre-là, je les sortais, mais elle souffrait aussi. Donc à un moment donné, c'est pas que vous êtes le parent de votre parent, mais elle m'élevait toute seule, dans la difficulté. Elle se réveillait très tôt le matin, à 6h du matin, elle était aide-soignante. Et elle souffrait tellement financièrement quand elle se privait de manger pour que je puisse manger. À un moment donné, il fallait que oui, j'aille dans son sens pour soulager sa peine, pour soulager toutes les épreuves que toute seule elle devait affronter. Il y avait du racisme, il y a encore du racisme bien sûr en 2025, mais imaginez à l'époque, il y en avait beaucoup. Donc elle souffrait de plein de choses. Et je le ressentais parce que j'étais son enfant. J'ai pas grandi en fait bien sûr avec une enfance, une insouciance, mais avec une conscience. Et y avait-il aussi en toi cette hypersensibilité déjà présente? C'est drôle parce que j'ai mis un mot sur la quantité de larmes que je verse il y a peu de temps. Sur, bah oui, Cindy, je pense que tu es hypersensible. Parce que tout m'émeut, tout me touche. Dernièrement, il y avait un jeune homme qui se faisait taper dessus dans la rue. J'étais capable de sortir de la voiture et prendre des coups pour lui, pour le sauver. Et ça m'a profondément heurtée. Et j'avais l'impression que c'était moi qui recevais ces coups. Quand un enfant a mal, quand un enfant est heureux, en fait, c'est dur d'être aussi sensible. Je ne sais pas d'où ça vient. Et quand on nous dit faut vivre avec, c'est dur de vivre avec. C'est tellement dur de se contrôler, de sentir toute cette émotion vous envahir. Il ne faut pas pleurer parce que c'est signe de faiblesse et vous n'y arrivez pas. Alors il y avait cette méthode écoute, ressens, développe un peu tes sens pour justement éviter d'être dans l'émotion présente. J'y arrive pas. Donc oui, je pleure tout le temps, je pleure souvent. Bah, pleurons ensemble parce que je suis comme toi. C'est horrible. Tu as compris tardivement que c'était une force? Je sais pas si c'est une force. Ça me joue des tours. Parce qu'on me dit à chaque fois, Cindy, sois forte. Donc, tu l'es plus que tu ne crois. Intérieurement, oui, parce que les mots ne sortent pas et les larmes qui coulent, en fait, sont automatiquement un moyen de trouver cette force intérieure pour ne pas en fait être soi-même blessé ou s'autodétruire. Mais waouh, je vois absolument pas la force que ça. Enfin, justement, les larmes sont signe de faiblesse. Enfin, pour le commun des mortels, quand on pleure, on est faible. Qui t'a dit ça? Mais on le voit, même on le voit dans les films. En fait, c'est pleure pas. Les durs, ils pleurent pas. C'est la société qui est comme ça. Ben, je pense que l'hypersensibilité, on n'en parle pas encore assez parce que peut-être qu'il n'y a pas eu une prise de conscience sur cet état-là. Mais oui, c'est dur. Et je ne le vois pas comme une force parce qu'en tout cas, on me renvoie, moi, l'image de mais elle est faible, elle pleure. La dernière fois, j'ai quand même eu lors d'une réunion, je trouvais la situation tellement injuste. On m'a dit, j'ai eu écho, j'ai jamais vu quelqu'un verser autant de larmes. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait pleurer autant. Parce que j'arrivais pas à retrouver cette force pour arrêter. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est une force. Alors on va voir sur ton chemin si tu penses que cette hypersensibilité-là est à ce point... J'ai la gorge serrée, quoi. C'est dur, mais j'essaye de ne pas pleurer. Bah écoute, là, personne ne te juge. Et dis-toi que tu as un miroir devant toi. Non. Parce que moi aussi, j'ai eu ça. Moi aussi, on m'a renvoyé ça. On vous a renvoyé ça, vous? Vous êtes trop faible, vous pleurez tout le temps. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Dites-le à Cindy. Je ne crois pas, moi. On va voir ça. À 19 ans, en 2004, tu deviens Miss Calvados.
Miss Basse-Normandie, puis Miss Normandie. Tu faisais quoi là comme étude? Je faisais un DUT technique de commercialisation. Et qu'est-ce qui fait que tu croises la route du chemin Miss? Le journal Ouest-France. En fait, depuis petite, ma mère et même toute ma famille suit les Miss. Et toute ma famille me disait oh, mais il faudrait un jour que tu t'inscrives, etc. Et là, on arrive en Normandie, on ouvre le journal et on voit une photo de Geneviève de Fontenay, appel à candidature, l'élection de Miss Calvados aura lieu à Vire. Et là, je dis à ma mère, bon bah tu sais quoi? Regarde, en fait, c'est incroyable. En Bourgogne, j'avais jamais vu l'article. Enfin, du moins, une communication sur les Miss. Là, je fais, alors tu sais quoi? Je vais m'inscrire, je vais perdre. Et comme ça, vu que je vais perdre, vous arrêterez en fait avec vos histoires de Miss. Je ne suis pas, en fait, c'est pas mon chemin. Donc, très bien, lançons les paris. Je vais m'inscrire, je vais perdre. Et l'affaire sera faite. Tu étais prête à entendre que tu pouvais perdre? Bah, je voulais entendre ça, j'y allais pour ça. J'y allais pas du tout dans un esprit de compétition, je suis pas compétitrice. Donc, j'y allais pas dans un esprit de compétition, j'allais juste pour démontrer à ma mère qu'elle avait tort. Tu n'avais aucune conscience de l'image, de la beauté que tu renvoyais déjà? Absolument pas. Non, pour moi, j'étais pas jolie, je m'habillais en garçon manqué. Je mettais du 42 en étant persuadée que je faisais du 42. Et puis en plus, on n'avait pas les moyens, donc automatiquement, je m'habillais avec des vêtements qui n'étaient pas valorisants forcément pour une ado. Donc non, j'y suis allée en claquettes, mais des claquettes basket. Les fameuses. C'était des tombes basket où il manquait l'arrière, quoi. Ouais. Et j'y suis allée, et là, le délégué de l'époque me dit non mais mademoiselle, ça va pas le faire du tout. Et moi je comprenais pas, je dis c'est quoi les Miss? Ils attendent quoi? Je suis là. Alors c'était rigolo, l'exercice de la scène, moi j'ai fait de la danse pendant plus de 10 ans. Donc j'adorais faire les chorégraphies. Voilà, j'avais l'impression de vivre un spectacle de fin d'année. Ouais, et puis n'oublions pas que de toute manière tu voulais perdre. Donc Oui, mais par contre je voulais me faire plaisir, je voulais quand même vivre, c'était chouette. Il y avait des filles, puis j'ai pas du tout le profil d'une Normande. La Normande, moi je la voyais, la blonde, les bouclettes, les petites joues roses. Je suis d'origine guadeloupéenne et je suis née en Bourgogne. Sachant que la France est un peu chauvine, je me suis dit que jamais, j'avais aucune chance. Sur le papier, c'était déjà perdu d'avance. Et tu ressentais que ta couleur de peau était un frein? Absolument pas. Pas du tout. Ma maman le ressentait, mais moi à l'école, j'ai toujours eu l'impression d'être de la même couleur de peau que les autres. En fait, c'est terrible parce que on se voit pas comme on est. Et jusqu'à un jour à l'école, il y avait des côtes de porc. Et on m'a dit ah ben non mais toi t'as pas le droit aux côtes de porc. Je dis bah pardon. Je dis mais moi je mange de tout. Ah non. Et en fait on me prenait pour une maghrébine. Et c'est là où je me suis dit oh ah oui donc en fait je suis c'est horrible, c'est très innocent, mais ah oui non en fait je dois pas être de la même couleur que les autres. Ça doit se voir à ce point-là. Donc non en fait moi je l'ai jamais vécu. Il n'y avait pas de rejet. Non il n'y avait pas de rejet. Suite à ces trois nominations de Miss, tout s'emballe puisque tu deviens Miss France en décembre 2004 pour la Miss France 2005. Comment ça se passe? Toujours dans la même optique. Moi, je fais partie de ces Miss qui pensaient absolument pas gagner. Je l'ai vu vraiment comme un amusement. C'était une cour de récréation. Je me cachais derrière les caméras. Puis l'opportunité d'être avec, on était plus de 40. Donc c'était juste exceptionnel. 40 femmes venues des quatre coins de France et d'outre-mer. Donc je ne l'ai absolument pas vécu comme une compétition. Mais jusqu'à la dernière minute, quand Geneviève, quand je monte sur ce fameux cube et que Geneviève me passe l'écharpe et Laetitia à l'époque me met cette couronne sur la tête, moi j'ai l'impression qu'on est encore sur une énième répétition. Jusqu'au moment où Geneviève me dit « bah faites coucou !» Et puis il y a un sentiment de peur parce que, bon d'accord, je fais coucou, puis d'un coup Cindy, tous les photographes. Et là, très pudique, je fais « comment ils connaissent mon prénom ?» Donc cette innocence jusqu'au bout en fait. T'as pensé à qui
quand tu as mis la couronne sur ta tête? Ma mère, je la cherchais du regard dans le public, je la voyais plus. Pour en fait savoir ce qui me se passait. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ma mère et mon petit copain de l'époque. Je me suis dit, va me tuer. Il va te tuer? Il ne va plus me voir, ça va être une catastrophe. Ce sacre-là, c'était un cadeau pour ta maman? Oui, celle-là encore. C'est ce qui l'a fait rêver. C'est sa fierté. Donc oui, vu qu'en plus je l'ai fait pour lui démontrer que tu n'allais pas gagner, là pour le coup c'est un vrai cadeau. C'est une reconnaissance, Puis elle dit toujours oui mais vous avez qu'à regarder la mer. donc oui bien sûr. Ouais. C'est un cadeau pour elle. Ouais. Et puis c'est aussi le message qu'elle t'a bien élevé, qu'elle a réussi. Oui. Oui. Envers et contre tout. Exactement, c'est ça. C'est pour démontrer aussi à tout le monde que c'est sa fille et regardez ce qu'elle est devenue. Et ton père? Je sais pas. Il t'a envoyé un message? Compliqué. Il a envoyé un message à Geneviève de Fontenay pendant l'aventure. Et justement, qui était pas joli. Donc ça aussi, c'était pas du soutien. Et après, c'est ce qui a valu aussi beaucoup de déception. C'était de se dire, il y a toujours un combat de pension alimentaire, de choses comme ça. Et puis là, voilà, il y en a. Oh là là, ouais, d'accord. Voilà. Donc on part sur des sujets qui sont... C'est pas le moment. Ça a été quoi cette année de Miss France? Ça a été un combat envers plein de craintes. Ouais. Enfin, plein d'inquiétudes. Parce que vous ne savez pas forcément où aller. En fait, c'est pas que je suis timide, mais Miss France, c'est tout l'inverse. Miss France va vers les gens. Et en fait, je ne comprenais pas, jusqu'à il y a pas si longtemps, mais je ne comprenais pas ce que j'avais fait. Pourquoi je méritais ça? Je n'ai pas accompli d'exploits sportifs pour faire en sorte que les Français m'admirent. Je ne transmets pas des émotions avec ma voix. Je ne suis pas une chanteuse, justement, qui remplit des salles combles. Et automatiquement, on se projette à travers l'écriture de textes, de chansons. Donc là, je me suis dit, mais j'ai rien fait. Pourquoi je mérite ça? Pourquoi les gens nous accueillent comme ça? Pourquoi les gens nous donnent autant? Donc en fait, tout au long de mon année, c'était de comprendre en fait pourquoi je méritais ça. Un peu le syndrome de l'imposteur. C'est mais je suis comme vous, en fait. Alors oui, bien sûr, avec l'écharpe, on remplit notre fonction et nos missions. Mais quand je rentrais à la maison, oui, émotionnellement, j'avais pris tout cet amour des Français, des enfants, et cette frustration de me dire, mais je leur ai donné quoi en retour? C'est pas, oui, ils sont contents de m'avoir vue, d'accord, mais on n'a pas partagé, on n'a pas eu le temps de partager, par exemple, une soirée. Bref. Donc oui, c'était dur. Dur parce que j'avais pas l'impression d'avoir donné autant que ce qu'ils m'ont donné. À ton avis, ils ont voté pour toi, les Françaises et les Français, pour quelle raison? Pour ma spontanéité. Et j'ai rien caché. En fait, quand Jean-Pierre Foucault, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, me pose une question, à un moment donné, je ne réponds même pas à sa question. Je pars sur tout simplement, moi, le fond, et je leur dis, j'aime représenter... ce qui est beau, c'est que je représente aussi tous les petits pays, les villages. Et c'est ça. Ils m'ont élue parce que je prenais plaisir. Je ne trichais pas, mais en tout cas... ils l'ont ressenti. J'étais authentique. Parce que c'est rare. Oui. Mais tellement rare. Et que la connexion s'est faite. Comme quand tu es rentrée et que... Waouh. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voté pour toi. Oui. Et que non, tu n'es pas une imposture. Parce que tu es toi. Oui.
À partir de là, c'est une carrière qui s'ouvre à toi, dans l'audiovisuel et dans le mannequinat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as encore cette impression de n'exister que par ton corps, ton physique, ce que tu renvoies, et non pas par celle que tu es vraiment à l'intérieur? J'étais un peu les deux. Bien sûr que on fait un métier d'image, donc la capsule est importante, mais j'avais envie de démontrer que j'étais autre chose aussi. Donc Frédéric Joly, à cette époque-là, qui est producteur, dans la foulée de ma remise de titre, m'a appelé pour me proposer le lancement d'une émission de télé. Je lui ai dit, mais moi, j'y connais rien. Et en fait, il a eu confiance en moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tout est possible, en fait. Si un professionnel voit en moi certaines capacités, en tout cas, je vais donner. Je vais donner pour ne pas, en tout cas, décevoir. En tous les cas, tu as une qualité. Là, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est l'humilité. Et ça aussi, elle est rare. Tu animes des émissions sur W9, oui. RTL9, France 2 avec des documentaires. Tu as aimé ces moments en pleine lumière où cette petite fille qui avait si peu confiance en elle se disait peut-être « là, je suis à ma place ». Non, parce que, encore une fois, j'ai pas fait d'études de journalisme. Je n'ai pas vocation à me dire que je suis une présentatrice télé, parce que c'était des petits programmes. Mais par contre, je prenais un plaisir de découvrir l'envers du décor, en fait, je pense que je prenais énormément de plaisir à rencontrer toute une équipe qui œuvrait en fait pour transmettre des messages, des jolis programmes, à travers un petit écran. Donc je me considérais plus comme une messagère plutôt que comme une présentatrice qui était à sa place. Parce que j'avais tellement à apprendre, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc pour moi, c'était comme une multitude de stages qui me permettaient justement d'étoffer mon CV dans ce domaine-là. Et puis, la vie, c'est toujours comme ça. Elle te lance des petits signaux, des petits croche-pieds. Parle-nous de cet accident domestique que tu as dû traverser, alors que tu devais, quelques jours plus tard, participer à une campagne de publicité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je faisais des travaux dans l'appartement du papa de mon fils. On venait de défaire une plainte avec des clous, et puis pour pouvoir la descendre du 4e étage, il fallait qu'on la casse. Et on a voulu faire levier. Donc lui tenait la planche, et moi je faisais la bascule. Et en fait, il n'a pas tenu assez fort l'autre partie. Et en fait, ça a fait un effet de bascule. Et le morceau qui contenait le clou, donc l'extrémité, est revenu dans le visage et m'a transpercé en fait toute la lèvre. Et là, en fait, j'ai pas eu mal, mais je sentais beaucoup de liquide. Alors, j'ai mis mes mains au visage. Et là, j'ai vu mes mains ensanglanter. Et là, de suite, je pense au tournage que je devais faire pour cette pub. Je me regarde dans la glace. Et là, j'ai eu un flash. Je me dis, oh, mais ta vie, ton travail, ton gagne-pain ne tient qu'à ça. Si demain, tu n'as plus cet outil de travail physique, tu ne pourras plus rien faire d'autre. Je me suis... oui, c'était une claque parce que je me suis dit, Cindy, si tu as besoin demain de remplir ton frigo, je vais voir le boulanger, je vais lui dire, je veux bien faire du pain. Il va me dire, d'accord, mais c'est pas parce que tu as été Miss France en fait que tu vas savoir faire du pain demain. Donc là, je me suis dit, il faut que j'ai d'autres choses à mettre dans mon CV, d'autres compétences, que juste d'être dans le milieu artistique, présenter des émissions de télé et faire du mannequinat. Et si la vie, là, avait écouté cette gamine qui pensait finalement être une imposture et n'exister que parce qu'elle était belle et qu'elle avait une enveloppe parfaite, est-ce que finalement la vie te faisait comprendre aussi que tu n'étais pas que ça et que, ok, on va te montrer que même si tu as une énorme balafre sur la joue, tu peux encore faire quelque chose de ta vie? Oui, mais en plus c'est mon éducation. Ma mère m'a toujours dit, il faut toujours que tu aies un bagage. Ouais.
faut toujours que tu aies un bagage. Donc c'est un coup de pied au cul aussi. Hein. Et là, oui, en fait, c'était de se dire, oh, cocotte. À un moment donné, tu ne peux pas compter que sur ça. Rapidement, j'ai eu ce coup de pied de la vie qui m'a dit, c'est bien, amuse-toi, mais n'oublie pas ce que ta mère te disait, il faut que tu aies un bagage. Les épreuves de vie, il y a un sens à tout ça. Ah oui, toujours. Je me dis toujours, tout ce qui arrive dans la vie est nécessaire. Donc là, c'était nécessaire. Si vous aussi, vous pensez que les épreuves de vie sont importantes, dites-le nous. On ne le sait pas forcément sur le coup, parce que ça fait mal. Ouais. Mais quand on regarde, quand on fait le pas de côté, on le voit. Et on va le voir puisque Miss France arrive et se dit aujourd'hui, mon image ne suffit plus, mon corps ne suffit plus, je vais devoir aller pointer à Pôle emploi. Ouais. Dur. On voit arriver Miss France comme ça à Pôle emploi. Ouais. Sauf que moi, je ne suis pas Miss France. Je suis une femme qui est en recherche d'emploi. Je ne suis pas Miss France. Mais par contre, dans le regard des autres, je suis Miss France. Et ça, encore une fois, je ne le vois pas, j'en ai pas conscience. Je suis comme vous. J'ai toujours été comme vous, j'ai pas changé. Et en arrivant à Pôle emploi, on pensait que c'était une blague. Et à un moment donné, on me dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Je sais pas. Je cherche un métier. Je commence par où? Trop âgée pour retourner dans un cursus de formation. On me dit, bon, on va vous apprendre à faire un CV. Bon, je suis pas quand même à ce point-là, mais ok. Bon, de toute façon, n'allons pas contrarier vos plans. Donc, très bien, faisons. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai la réponse de Pôle emploi qui me dit, votre parcours, il est tellement atypique que on ne peut pas vous aider. Je dis, on ne peut pas m'aider. Je veux travailler. Je veux juste travailler. Et vous ne pouvez pas m'aider. Pourtant, je pense que je suis au bon endroit. Et là, compliqué. Compliqué parce que du coup, j'ai l'impression j'ai l'impression que ce que j'ai vécu, c'était même pas un boost dans ma vie, mais au contraire, c'était un frein. C'était à cause de ça, je ne pouvais pas en fait tout simplement aller chercher un emploi. Qu'as-tu ressenti? Est-ce que la honte a croisé à un moment ton chemin? C'était pas un sentiment de honte, j'avais plutôt pas de désespoir, mais d'incompréhension. J'ai dit, mais je comprends pas, en fait, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour être à ce point sur une autre route? Je suis sur une parallèle, j'aimerais avancer, mais je suis un... Et on me le fait comprendre, hein. On me dit, non, mais vous êtes à part. Vous ne rentrez pas dans les cases. Vous rentrez pas dans les cases. Non, ça, je rentre pas dans les cases. Non, ça, je rentre pas dans les cases. Et là, je dis, ok, bon, très bien. Pas de problème. Pôle emploi marche pas, ça marche pas, je vais répondre aux petites annonces. Et alors là, les petites annonces, c'est Cindy Fabre, en fait, qui postule. Donc, c'est Cindy Fabre. Donc, du coup, j'ai enchaîné les entretiens d'embauche qui duraient des fois des journées entières parce que je passais dans tous les services. Mais Et tu faisais des photos? Mais non, mais les gens me posaient des questions. Alors, elle est comment, Geneviève? Mais je veux travailler, moi. En fait, on peut pas. Revenons juste sur le sujet de ma démarche. Alors, du coup, je suis arrivée avec les cheveux bouclés. Ça marchait pas, on me reconnaissait. Je suis arrivée avec le nom de famille de ma mère. C'est pareil, ça marchait pas. Toutes les techniques ne fonctionnaient pas. Et là, tu sens en toi un désespoir s'installer? Non, parce qu'à un moment donné, je me dis, il y a bien quelqu'un qui va comprendre ce que je recherche. Ce ne serait pas une petite annonce postée sur Facebook? Oui, exactement. Cette petite annonce qui a été postée sur Facebook d'une agence événementielle à Dijon, qui était à la recherche d'un chef de projet événementiel. Et donc le dirigeant me dit oui, très bien, mais tu sais que le poste est à Dijon. Et je dis oui, mais là,
J'étais tellement désespérée. Au point où on en est. Au point où on en est, peu importe, C'est ça. je travaillais. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu prendrais ma candidature au sérieux? Et là, il me dit, oui, bien sûr, mais par contre, je te précise que tu feras toutes les étapes de candidature comme n'importe quelle personne. Et c'est ce que j'ai fait. Et la personne que tu as en face, c'est devenu mon mari. Sylvain. Oui. Il a fallu que tu passes par tout ça pour parvenir à lui. Exactement. Tu te rends compte? Oui, incroyable. Il a fallu justement que tu empruntes ce chemin de traverse, ce chemin parallèle, oui, pour arriver à lui. Oui. Alors bien sûr, non sans embûche. Hein. Donc oui, mais la vie a fait que c'était notre histoire. Parce que vous aussi, vous avez une histoire comme ça, qui semble désespérée, et finalement, qui vous permettra aussi de trouver le bonheur, en fait. Vous nous dites ça, vous nous écrivez ça. Je fais quelques petits pas en arrière. Il y a un petit bonhomme qui va arriver dans ta vie, ton premier petit homme. Et là encore, ça n'a pas été facile. Tu n'as pas encore rencontré Sylvain, donc tu es avec ton premier amoureux, et vous avez du mal à avoir un enfant. Même, c'était pas le sujet. C'était juste que je me plaignais de douleurs menstruelles et j'avais juste envie que ça s'arrête. Et en fait, lors d'un examen, on me dit, mais vous n'êtes jamais tombée enceinte naturellement? Non, je ne prends pas de contraceptif. Mais j'ai mal depuis que je suis réglée. Ah mais en fait c'est pas normal, vous auriez dû tomber enceinte, donc il faudrait mener une enquête là-dessus. Et en fait c'est de maux de ventre qui ont fini par me dire, en fait Madame Fabre, concevoir un enfant naturellement, ce sera quasiment impossible. Voici la petite plaquette. Vous reviendrez nous voir quand vous serez prête. Pour la PMA, procréation médicalement assistée. À cette époque-là, c'est tabou, on n'en parle pas. Ouais. C'est comment tu n'arrives pas à faire un enfant naturellement alors qu'en fait les labos sont remplis. Mais la femme, c'est pas dans son chemin de vie. La femme, elle doit pouvoir enfanter. Elle doit ressentir ce sentiment d'être maman instantanément. Une femme, la petite fille déjà est la mère de demain. Donc oui, difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis jeune. Et puis c'est pas juste un parcours de simulation ovarienne. C'est carrément ce fameux bébé éprouvette dont j'ai entendu parler quand la première réussite a eu lieu. Ça a fait le tour des journaux télévisés. Et là, je me suis dit, moi, je vais devoir passer par là, par ce parcours exceptionnel et limite qui relève du magique. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est la fécondation de 5 embryons, dont 2 qu'il fallait implanter. Je voulais en implanter 2. Je n'étais pas sûre de pouvoir encore avoir cette énergie pour repartir dans le parcours. La façon dont ça s'était passé était tellement difficile que j'avais un risque pour ma santé et pour les enfants. Donc je pouvais en perdre 1, je pouvais perdre les 2. Donc mon médecin m'a dit, on n'en met qu'1. Heureusement, parce que du coup la suite n'a pas été simple non plus. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ce parcours-là, j'en ai laissé 5. Ça, c'est dur. Oui. Et chaque année, je me disais, je vais repousser un petit peu l'échéance. Et puis jusqu'au jour où vous êtes prête. Et parce que vous recevez tous les ans un courrier, c'est terrible. On en fait quoi? On le donne à la science, on le jette, ou on le donne à un couple. Et puis vous dites, enfin, la France est petite, donc il suffit qu'il se marie avec sa sœur. Et le jour où j'étais prête, on m'a dit tout simplement, en fait, on ne vous a pas retrouvé, Madame Fabre, parce que vous avez déménagé. On les a achetés. Et à ce moment-là, quand j'ai décroché, je pense que j'étais prête à mettre les 5 s'il fallait. Je ne voulais pas choisir. Donc oui, le parcours, il a été difficile. Et pas simple, et c'était même si mon fils, c'est
au final ma plus grande réussite dans toutes ces batailles. Mais la bataille, elle a duré, elle a été éternelle. D'autant que la naissance est douloureuse. Ouais. La naissance, l'évolution, c'est 8 mois où vous avez tous les jours, vous avez le sentiment de le perdre parce que vous recevez des coups de téléphone, les analyses ne sont pas bonnes. Donc, je vivais, mais tout en ayant la phrase de mon gynécologue de l'époque qui me disait « Vous avez une bombe à retardement dans le ventre ». C'est-à-dire que vous n'avez pas un enfant, vous avez une bombe à retardement. Donc déjà, l'imaginer comme un bonheur, c'est compliqué. Jusqu'au jour où mon obstétricien qui a pris le relais parce que c'était une grossesse à risque m'a dit « Vivez, ne vous posez pas de questions ». Et j'ai vécu. Et c'est vrai que l'accouchement, ouais, ça a été... En fait, on ne voit jamais le bout. J'ai toujours eu espoir d'avoir, à un moment donné, le ciel qui s'éclaircit avec quelque chose que j'ai décidé ou que j'ai imaginé ou que j'ai rêvé. En se disant, bon, tout ce qu'on voit à la télé, ça va m'arriver, moi. J'ai fait quoi, en fait, pour que ça n'arrive pas? Et c'était mon parcours de vie. Il a fallu que je n'assiste pas à mon propre accouchement. Tu as une césarienne, tu es endormie. Sous anesthésie générale. Et tu n'as aucun souvenir Non. des 4 premiers jours de vie de ton enfant? Non, aucun. C'est le blackout. J'ai un blackout. Je fais des anesthésies d'amnésie, donc j'oublie. J'ai été transfusée 2 fois, donc ils ont été obligés de m'endormir profondément. J'étais très faible. Et là, sentiment de culpabilité parce que vous avez tout le corps médical qui ne comprend pas votre état, ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de ce sommeil si profond. Vous n'arrivez pas à éviter encore d'avoir des malaises vagos à chaque fois que vous essayez juste de mettre un pied par terre. Vous n'arrivez pas, j'ai même pas la force d'aller aux toilettes. C'est humiliant. Et vous avez votre enfant qui est là, qui pleure, qui ressent. Bien sûr, il y a un lien avec son papa, et puis vous êtes là. Alors déjà, vous n'avez pas assisté à votre accouchement. Vous avez un enfant, vous n'avez pas assisté le vôtre. Et en plus, il pleure, donc vous n'arrivez même pas à le consoler. Est-ce que c'est ça aussi, d'être mère? Mère, ça s'apprend. Mère, ça s'apprend. Bien sûr qu'il y a des exceptions, on ne va pas le nier. Il y a plein de mamans qui vont nous regarder en nous disant « non, mais moi, c'était inné ». Mais le nombre de messages que j'ai reçus m'indiquant « mais merci Cindy, parce que j'ai eu honte, moi, d'avoir le même sentiment ». Il y a énormément de femmes qui vivent la même situation. On ne naît pas mère. On ne naît pas mère, on le devient. On le devient. Et ce n'est pas un coup de baguette magique quand tout d'un coup, vous voyez votre enfant, ce sentiment n'est pas forcément. Il vous faut du temps aussi. Et c'est important pour toi de le dire, d'en parler, non pas justement pour dire c'est pas que je n'aimais pas mon fils, c'est que j'ai appris à l'aimer. Ouais. Et c'est aussi pour rassurer ces femmes, pour dire que l'amour viendra, laissez-nous le temps d'être mère. Oui, je pense que dans ce parcours-là, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi à ce moment-là pour aimer son enfant, à comprendre en fait ce qui s'est passé à ce moment-là pour arriver à se consacrer pleinement à ce petit être qui vient. Et automatiquement, il y a plein de mamans qui vont se reconnaître. C'est quand on accouche, on est une femme parmi tant d'autres, mais avec ses forces, avec ses faiblesses, avec son passé. Et non, il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave en soi. Et c'est surtout ça. C'est pas grave en soi. Faut pas culpabiliser, même si ça doit prendre 2 ans. Mais de toute façon, on l'a conçu. Ouais. Donc automatiquement, il y a quand même un lien qui est là. Il y a ce sentiment viscéral que l'on a, cette défense. Et à partir du moment où on met au monde notre enfant, on est prête à tout dans la seconde pour lui. Et je pense que c'est ça qu'il faut peut-être aller chercher, épuiser. C'est pas ce sentiment un peu de fleur bleue d'être maman, etc. C'est t'es prête à faire quoi en fait pour ton enfant là dans la seconde. Et bien sûr que c'est la chair de notre chair, le sang de notre sang. Et par contre ce sentiment-là, toutes les mères l'ont. Ouais.
L'amour inconditionnel. Ouais. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous, ce lien à votre enfant, à votre bébé, plus tardif peut-être que d'autres, mais en tous les cas, parlez-nous justement de l'attachement, devenir mère ou père aussi, en effet. Et Elio, c'est ça, hein Elio, Oui, il va bien? Oui, il va très bien. Il est né en 2012. Bibou sur les réseaux sociaux, c'est ça? C'est un ado maintenant, c'est ça? Oui. Ouais. Je pense qu'il ne va pas apprécier longtemps que je continue à l'appeler comme ça. Salut Bibou. Ouais. Il est au courant de tout ça? Tu lui en as parlé? Il est au courant, il n'est pas au courant des détails, il sait bien sûr par contre comment il a été conçu. Ouais. C'est important Ouais. de ne pas lui faire croire qu'il a été conçu naturellement, puis je ne peux pas lui mentir. Mais non. Mais par contre, je vais transformer ce parcours douloureux pour moi, et qui n'est pas forcément idyllique, en lui sa force. Et c'est ce que je lui dis, mais tu sais que tu as été le meilleur. Le médecin a choisi celui qui était le plus combattant. Et c'était toi. Et il me le démontre tous les jours. Par contre, ça c'est incroyable. C'est qu'effectivement, toutes les épreuves que lui peut avoir sur son chemin, il va les traverser avec une facilité déconcertante et en gardant le sourire. Donc c'était le meilleur des embryons. Et les autres, en plus, si je puis te dire, ceux qui sont ailleurs, ils veillent peut-être aussi. Sans doute. Tu y penses quelquefois? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'on se dit, mais ils ont été conçus. Qui serait-il aujourd'hui? Oui. Ouais. Mais par contre, l'histoire, et je me rassure aussi pour ça, mais je me dis, mais l'histoire, je leur aurais expliqué comment. Parce que ça, on n'oublie pas. Ouais. Mais un embryon qui est conçu en 2012, vous le réimplantez en 2016. Vous lui dites, c'est quoi sa date de naissance? C'est très juste. C'est pas sa date de naissance, mais il y a la date de conception, sa date de naissance. C'est une autre histoire encore. Ouais. Et ça, on ne nous le dit pas. Non. Mais il aura vécu 4 ans... ailleurs. C'est fou ça, c'est vrai ce que tu dis. Et je me suis posé cette question. Très je me dis, j'aurais dit quoi? Ça aurait pas été simple. Alors, plus 4 à chaque fois. C'est ça. Et puis, cette vidéo et de bas te donne une opportunité incroyable de retrouver la maison Miss France. Alors, on fait un bond en avant. Le 30 août 2022, 18 ans après ton propre sacre de Miss, eh bien, tu deviens directrice du comité Miss France. Et ça, c'est pas non plus prévu quand on est Miss France. On se dit pas, je vais aller de l'autre côté de non, l'écran. et encore moins moi. Et pourquoi pas toi? Parce que pour plusieurs raisons, parce que j'avais déjà demandé à intégrer cette société quand je cherchais du travail. Ils étaient à la recherche de personnel. Je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas en fait. J'ai envie de travailler, je suis là. Donc ma candidature n'avait pas été retenue. Et puis, comme on le sait, et comme on peut le voir, les affinités que me portait l'ancienne directrice n'étaient pas en faveur d'une arrivée à ce poste, en tout cas pour ma part. Tu parles de Sylvie Tellier? Oui. Donc oui, j'y croyais pas. Alexia Laroche-Joubert, qui aussi, c'est drôle, dans mon parcours de vie, elle a toujours été là, me propose de prendre la direction du concours. Mais elle m'explique pourquoi. Et là, elle m'explique sans doute mon humilité, le fait que je suis quelqu'un de l'ombre et je ne cherche pas forcément la lumière. Je souhaite plus mettre en avant l'autre que moi. Donc en fait, quand elle m'explique un peu tout ça, bah là, je comprends en fait ma légitimité à ce poste. Je me dis, bah oui, en fait. Tu coches toutes les cases. Je coche les Tu cases. Oui, bah en fait, tout ce que j'ai fait pendant ces dernières années, m'amène à ce que l'on me propose une opportunité incroyable. Tout avait un sens. Tout avait un sens. Donc j'ai accepté avec joie, et ça redonnait en tout cas un sens
ouais, il y a un joli sens à la vie. Et une légitimité aussi. Oui. Celle que tu étais devenue, en fait. Exactement. On critique toujours les gens parce qu'ils retournent dans l'ombre. En fait, c'est terrible, en pensant que l'ombre, c'est les ténèbres, quoi. C'est vrai. On se dit, mais elle est plus dans la lumière, on ne la voit plus. On ne la voit plus. Mais c'est pas parce qu'on ne me voit plus que je fais rien, que je suis morte. Ou c'est pas parce qu'on me voit plus que c'est une catastrophe. Et en fait, l'ombre, elle est perçue comme, comme une tare. Alors que, voilà, on faisait plein de choses. Je faisais plein de choses dans l'ombre. Donc c'est pour ça, tout d'un coup, quand on est venu me chercher, oui, en fait, j'étais légitime parce que j'avais fait plein de choses dans l'ombre qui m'ont projetée dans la lumière. En quoi es-tu différente après toute cette ombre-là, quand tu prends ce poste-là? En quoi Cindy Fabre est légitime? Elle est légitime pour défendre les causes les plus difficiles à défendre. Elle est légitime parce que l'expérience et le recul que j'ai eu et ce que j'ai vu me permet de porter haut et fort une parole. Elle est légitime parce que je peux aussi comprendre les gens qui sont dans l'ombre. Parce que j'y étais. Et quelle légitimité tu autorises, par exemple, les candidates à porter des tatouages? Parce que c'est ça la vie. Parce qu'une femme aujourd'hui peut être tatouée. Et puis c'est surtout qu'il ne l'est plus. Qu'il ne l'est pas. Moi encore. Moi aussi. Moi aussi. mais quand on... Mais vous passez une soirée c'est vrai. À se dire qui est tatoué, quasiment tous les bras se lèvent. Exactement. Donc partant de ce postulat-là, c'est plus c'est devenu une normalité. Tu durcis les tests d'orthographe parce que être Miss France, ça n'est pas être bête. Oui. Par exemple, tu permets aux candidates de davantage s'exprimer sur la culture générale et de ne plus simplement se cacher derrière un QCM. Mais oui, parce que c'est dur. En fait, on remarque que Miss France est attendue. Miss France, elle n'a pas le droit à l'erreur. Miss France, on peut lui poser toutes les questions que l'on veut, sur tous les sujets. Miss France, elle doit avoir réponse à tout. Donc déjà, si elle peut avoir réponse à pas mal de choses, c'est bien. Lui donner les outils pour. Mais c'est surtout, il y a tellement de préjugés vis-à-vis de Miss France que si en plus elle part avec certaines lacunes, c'est pas simple. Ouais. Tu vas repousser l'âge aussi d'inscription au concours. On l'a vu d'ailleurs avec la dernière Miss élue, Angélique Angarny-Philippon, qui elle a été élue à 34 ans, la plus âgée de l'histoire des Miss. C'est important ça pour toi? Oui, mais ce matin, je me disais, mais pourquoi en fait on donne l'âge au final? Pourquoi mettre le point sur un âge? Parce qu'au final, si vous enlevez l'âge, vous ne notifiez pas en fait l'âge de la femme, elles sont toutes sur un même pied d'égalité. Je pensais à Angélique, je vois encore ce 34 apparaître et en fait, mais si on n'avait pas donné son âge, on lui aurait donné quel âge? Sans doute moins. Ça n'aurait peut-être pas fait de polémique. Qu'est-ce qui importe aujourd'hui pour être une Miss digne de ce nom? Une Miss France, elle doit rassembler, pas diviser. C'est pour ça qu'elle ne s'exprime pas sur certains sujets. Miss France doit bien sûr aimer ce patrimoine qui nous est cher, aimer aller à la rencontre des gens, et puis bien sûr donner. Parce qu'en fait, encore une fois, les gens vont vous donner 3 fois, 4 fois plus. Donc c'est aussi de prendre conscience que Miss France, c'est un peu la bulle d'oxygène pour les Français. Je ne peux pas ne pas te poser la question de ces médias qui ont posé la question à l'actuelle Miss France. Êtes-vous Charlie? Est-ce qu'à ton avis, il est légitime de poser une question politique, sociétale à une Miss France? Est-ce que c'est son rôle, finalement? Non, c'est pas son rôle. Et tout le monde le sait. Mais aller la chercher là-dessus, c'est encore une fois diviser.
Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, on n'a pas besoin de ça. Et les gens savent en fait que Miss France n'ira pas sur ce terrain-là. Oui. Il ne faut pas, préservons encore. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on arrive à préserver dans notre société, mais ça, préservons-le. Donc oui, le journaliste a été trop loin. Et puis en plus, vous allez sur ce terrain-là quand vous avez une personne qui a guéri. Une femme qui est certes Miss France, elle n'a aucune expérience dans les médias. C'est un exercice si difficile. Prendre un micro, c'est déjà difficile. Être pris en photo, c'est déjà difficile, mais pour n'importe qui. Hein. Mais en plus, là, dans la foulée de son élection, elle doit être parfaite, avoir la tête bien pleine pour répondre aux journalistes qui espèrent avoir du contenu pour justement décrire ce qu'est l'ambassadrice pendant un an. Bah non, mais ça suffit déjà, je pense qu'elle a le sac à dos, comme je parle souvent de sac à dos bien rempli, elle a déjà pas mal de choses à gérer. Quelle est cette société où l'on cherche à tout prix la discorde, où l'on cherche parfois, chez certains confrères, à créer le buzz, aux dépens d'une personne qui après doit se relever? On manque de bienveillance. On est automatiquement dans le jugement. Et dans le « moi, j'ai réussi à faire plus que l'autre ». Ah bah moi, je vais peut-être avoir la réponse à la question que personne n'ose poser. Ou j'aurai plus d'auditeurs à ce moment-là. Oui, en fait, on est toujours un peu dans cette course à qui fera mieux que moi. Mais en allant sur ce terrain-là, automatiquement, on va trop loin. Et on en oublie qu'en face, vous avez juste un humain. Qui plus est, une femme qui n'a aucune expérience, qui a une famille aussi derrière. Et au même titre qu'on parle de harcèlement sur les réseaux sociaux, de jugement, il y a un égoïsme de la part de toutes ces personnes qui, en voulant cette exclusivité, en oublient en fait le fond et les conséquences. Comment va Angélique aujourd'hui? Elle a été affectée. Bien sûr. Et pourtant, elle a le caractère d'une femme qui prend du recul. Mais là, c'est l'injustice. L'injustice peut tuer. Donc oui, elle a accusé le coup parce que bien sûr. Elle le ressortira sans doute l'année prochaine, vraiment le fond de cette histoire, ou pas. Mais elle ne pensait pas que, en tout cas, là où elle était encore sur son petit monde dans son petit conte de fées, qu'elle pouvait avoir ou rencontrer sur son chemin des journalistes qui ne respectent pas forcément le titre de Miss France et puis l'humain. Mm. Vous en avez pensé quoi, vous, de cette affaire? Est-ce que les médias ont le droit de tout demander à quelqu'un? Si oui, dans quelle mesure on peut le faire? Je ne peux pas non plus ne pas te demander pourquoi aujourd'hui tu n'es plus directrice. J'ai lu qu'en effet ton contrat s'était terminé en décembre. Je voudrais juste te lire ça. Ce que tu as écrit a énormément résonné en moi. J'aurais adoré continuer à porter cette mission qui me tient à cœur, mais parfois la vie nous invite à réécrire notre chemin. Que se cache-t-il dans ces mots? Quand j'ai appelé Geneviève de Fontenay, avant que cela ne sorte dans la presse, elle était fière et j'étais la gardienne du temple, c'est ce qu'elle me disait. Je peux partir tranquille, vous avez les clés de la maison. Mais la maison, elle a 2 portes. Et il y a la porte du concours, et puis il y a une société qui est aussi une production de télévision. Donc c'est pour ça que oui, j'aurais aimé que cette aventure dure, parce que d'une, j'ai plein d'idées. Au mois de décembre, là, la fin de ce contrat, bien sûr, elle arrive au mois de décembre, mais j'ai couronné Angélique. Et c'est dur, en fait, de ne pas être à ses côtés pour vivre son retour en région, qui sera juste incroyable pour la Martinique. Et puis tous ces Français, ces Miss, ces délégués qui étaient ravis de me voir à ce poste.
Bien sûr que oui, je trouve que c'est court, mais c'est un contrat. Il y a la société Miss France, je suis prestataire d'un client. Donc automatiquement, on sort ce côté très administratif. C'est la fin d'une jolie histoire qui aurait sans doute pu continuer encore longtemps. Et puis j'allais dire, il y a des décisions dans la vie qui ne nous appartiennent pas forcément et qu'on doit accepter. J'ai écrit La vie est brutale. Les relations humaines sont brutales. La bienveillance en entreprise, c'est difficile. Et on en revient au début de l'interview. Crois-tu aujourd'hui que la bienveillance est une force ? Oui, bien sûr. Parce que tout simplement, elle protège aussi les gens. Et pour protéger, il faut de la force. Donc, si on n'est pas bienveillant l'un envers l'autre, ça apporte quoi ? On peut très bien avancer sans détruire. On peut très bien, encore une fois, on peut très bien avancer à plusieurs. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, comment te sens-tu au lendemain de cette nouvelle vie ? Et déjà, je suis ravie d'être ici. Et moi donc ? Parce que j'aurais sans doute pas eu l'occasion de me retrouver chez toi, sur ce fauteuil pour échanger. Donc oui, je me sens bien parce que je me dis, d'une part, je suis Miss France 2005 et ça, personne ne me l'enlèvera. Ah non, il n'y en aura pas d'autre. Un titre n'enlèvant rien à la volonté de pouvoir faire d'autres choses, mais avec les Miss, par exemple. Donc, bien au contraire, ces 3 ans m'ont permis de me révéler et de pouvoir aussi m'engager dans d'autres causes qui me tiennent à cœur. Et oui, en tout cas, c'est un nouveau chapitre. Tu aurais voulu continuer ? J'aurais voulu continuer, oui, peut-être pas comme ça, autrement, sans doute, mais bien sûr, parce que c'est beau en fait d'accompagner ces femmes dans cette aventure, parce que tous les jours tous les jours c'est une nouveauté et il n'y a qu'une ancienne Miss France qui peut comprendre ce que va vivre une Miss France. La seule certitude, c'est que mon année 2005 est entre 2 générations, la génération de Fontenay, ces nouvelles générations, et il fallait du liant. Et donc ça, je suis en fait ravie d'être partie en ayant tout simplement ouvert cette fenêtre-là. Et encore une fois, c'est pas terminé. Et je suis encore là. Comment tu te sens là, après notre conversation ? Je me sens super bien. Tu as été me chercher dans de lointains souvenirs. J'ai l'impression dans ces chapitres, tu vois, d'être revenue au tome 1 et au préambule. En fait, on voit la vie qui passe, mais en fait, au fur et à mesure que l'on passe ces épreuves, on avance. Mais en fait, on ne se rend pas compte que, c'était pas tout lisse. Alors, l'imposture, on est d'accord, hein ? Ça, c'est encore un autre sujet. Non, c'est pas possible. Mais c'était une séance de psychothérapie. C'est pas possible, là. Bien sûr qu'il y a le syndrome de l'imposteur, parce que quoi que je ferai demain, il va falloir que je démontre 3 fois, 5 fois plus que je suis légitime, que oui, j'y crois, et que même si je tombe et que je me rate, c'est pas grave, c'est nécessaire sans doute à mon évolution et à la réussite d'autres choses. Donc, le syndrome de l'imposteur, peut-être qu'il faut tout simplement l'accepter. Ton mot préféré, Cindy ? Le bonheur. Celui que tu détestes ? L'injustice. Ton gros mot préféré ? J'en dis pas. C'est terrible. Ah ben, il n'y en a pas alors. Non, je suis désolée. Ou sinon, je le pense, mais je mets plein de croix après. Plein d'étoiles. La petite fille parfaite, tu lui dis quoi ? À la petite Cindy qui ne voulait certainement pas décevoir sa maman, qui voulait pas dire de gros mots. Sois imparfaite.
souhaiterais-tu voir à ta place, dans le fauteuil d'entre vous et moi, pour libérer sa parole? Je vais rester dans les Miss et je vais l'appeler plus Sonia Roland. Avec plaisir. Et quand on parle de combat, elle en a mené. Ok, tu l'invites? Donc Sonia, la place est chaude, tu peux venir prendre ma place. Merci infiniment. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne Entre vous et moi en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.